Bonjour ma belle famille, bienvenue à nouveau dans Histoire vraie qui change la vie. Aujourd'hui, je vous propose une histoire forte et profondément touchante. Le cabinet d'avocats sentait les vieux livres et les rêves brisés. Elena Moretti était assise, les mains tremblantes, fixant le document qui allait tout changer. Sa grand-mère, Rosalind, avait été tout son univers après la mort de ses parents dans un accident de voiture lorsqu'elle avait 7 ans. Aujourd'hui, à 23 ans, Alina faisait face à une autre perte dévastatrice. Je ne comprends pas, murmura Alina en lisant la clause pour la troisième fois. Pourquoi aurait-elle fait cela? Monsieur Henderson, l'avocat de la famille, ajusta ses lunettes avec une expression compatissante. Votre grand-mère s'inquiétait de vous laisser seul au monde. Elle voulait s'assurer que vous bénéficiez d'une protection et d'une stabilité. Protection, stabilité. Ces mots sonnaient creux. Ce dont Alina avait besoin, c'était de l'étreinte chaleureuse de sa grand-mère, de sa douce sagesse, de son amour inconditionnel. Au lieu de cela, elle se retrouvait avec une condition qui lui semblait être une chaîne autour de son avenir. L'héritage était suffisamment important pour lui permettre de terminer ses études de médecine au prestigieux Institut médical de Milan, afin de poursuivre son rêve de devenir cardiologue pédiatrique et de créer la clinique gratuite pour les enfants défavorisés dont elle et sa grand-mère avaient toujours parlé. Tout ce pourquoi Alina avait travaillé pendant des années était en jeu. Mais il y avait une condition. Elle devait se marier dans les 6 mois, et pas avec n'importe qui. L'homme devait avoir une réputation irréprochable, être bien établi dans la société, être quelqu'un que sa grand-mère jugeait digne de protéger sa petite fille. Il y a cependant une suggestion dans le testament, poursuivit M. Henderson, en faisant glisser un autre document sur le bureau en acajou. Votre grand-mère a recommandé le Dr. Adrian Castellano comme candidat approprié. Elena retint son souffle. Tout le monde dans le milieu médical connaissait ce nom. Le Dr. Adrian Castellano était une légende à 35 ans. Chirurgien cardiaque dont le talent n'avait d'égal que sa réputation d'homme froid et distant. On l'appelait le prince de glace de l'hôpital général de Milan. Il accomplissait des miracles avec son scalpel, mais on disait qu'il n'avait pas de cœur. Elle le connaissait? Demanda Alina, perplexe. Il était le mentor de ton défunt grand-père. Ta grand-mère est restée en contact avec lui au fil des ans. Elle pensait qu'il honorerait l'arrangement. L'arrangement? Ce mot avait un goût amer. Nous sommes au 18e siècle. Les gens ne arrangent plus les mariages. Mais même si elle protestait, Alina connaissait la vérité. Sans cet héritage, ses rêves s'évanouiraient. Elle avait des prêts étudiants à rembourser, un loyer à payer et seulement un travail à temps partiel dans une petite clinique. La fortune de sa grand-mère était sa seule issue. Je dois y réfléchir, dit Helena en se levant brusquement. Sa vision se brouilla sous l'effet des larmes qu'elle retenait. Tu as une semaine pour te décider. Après cela, le docteur Castellano passera à d'autres considérations. D'autres considérations, comme si elles n'étaient rien de plus qu'une proposition commerciale. Rencontre avec le prince de glace. La première rencontre d'Elena avec Adrien Castellano eut lieu dans son bureau à l'hôpital général de Milan. L'espace était immaculé, des lignes épurées et des tons neutres, des revues médicales tapissaient les étagères, des récompenses ornaient les murs, mais il n'y avait rien de personnel. Pas de photos, pas de plantes, pas de couleurs. C'était comme entrer dans une belle prison. Adrienne se tenait près de la fenêtre donnant sur la ville, lui tournant le dos. Même de dos, sa présence était imposante. Grand et large d'épaules, il portait une blouse de chirurgien qui lui servait d'armure. Ses cheveux foncés étaient parfaitement coiffés, et lorsqu'il se retourna enfin, Helena se retrouva face aux yeux les plus saisissants qu'elle ait jamais vus. Ils étaient d'une couleur ambrée profonde, presque dorée dans la lumière de l'après-midi, mais complètement froid. Mademoiselle Moretti, sa voix était douce, contrôlée, ne révélant rien. Helena resta debout, fière, refusant d'être la première à céder. Dr. Castellano, merci d'avoir accepté de me rencontrer. Une ombre passa sur son visage, trop rapide pour être identifiée. Votre grand-mère était importante pour mon mentor. J'ai une dette envers sa famille. Je ne suis pas ici pour recouvrer une dette. Alors pourquoi êtes-vous ici? Il s'approcha et Alina remarqua qu'il était encore plus beau de près. Une mâchoire forte, des traits sculptés, mais avec une qualité intouchable qui lui donna envie de reculer. Parce que je n'ai apparemment pas fait le choix, dit-elle honnêtement. Tout mon avenir dépend de mon mariage dans les 6 mois et vous êtes le candidat recommandé.
Comme c'est romantique. Son ton était sec, moqueur. Je ne suis pas venu ici pour une histoire d'amour, Dr. Castellano. Je suis venu pour vous proposer un accord commercial. D'accord, cela semblait avoir attiré son attention. Il l'étudia de ses yeux ambrés pénétrants, et Alina se sentit mise à nu sous son regard. Elle portait un simple jean et un pull, ses longs cheveux châtains tirés en arrière, en une queue de cheval pratique. À côté de sa perfection raffinée, elle se sentait inadéquate. Quel genre d'accord? Demanda-t-il. Un mariage de convenance sur le papier uniquement. Vous obtenez tout ce que ma grand-mère vous a promis et j'obtiens mon héritage. Après un délai raisonnable, nous divorçons discrètement. Et qu'est-ce qui vous fait penser que j'ai besoin de ce que votre grand-mère pourrait m'offrir? Je ne sais pas, admit Helena. Mais vous êtes ici, ce qui signifie que quelque chose dans cet arrangement vous intéresse. Pour la première fois, Adrienne sourit. Ce n'était qu'un léger mouvement des lèvres, mais cela transforma complètement son visage. Pendant un bref instant, Alina vit l'homme qui se cachait sous la glace. Ta grand-mère a laissé un don substantiel à l'unité de recherche cardiaque de l'hôpital, dit-il. Les fonds sont conditionnés à la conclusion de ce mariage. Donc, c'était une question d'argent, après tout. Alina sentit quelque chose se dégonfler en elle. Bien sûr. Ne soyez pas si déçus, Ms. Moretti. Nous avons tous notre prix. Visiblement épuisée par toute cette situation, elle se retourna pour partir. Attends! Sa main attrapa son bras doucement mais fermement. Alina baissa les yeux vers ses longs doigts posés sur sa peau et ressentit une étincelle électrique inattendue. Je n'ai pas dit non. Vous n'avez pas dit oui non plus. Non, en effet. Il lâcha son bras, mais ne recula pas. Ils se tenaient désormais trop près l'un de l'autre. Assez près pour qu'Helena puisse sentir son parfum subtil, quelque chose de cher et de masculin. Mais j'y réfléchis. Pourquoi? Défia Helena. Tu ne me connais pas. Je ne te connais pas. Tout cela est absurde. Peut-être. Les yeux de Zamber la captivaient. Mais ta grand-mère était une femme sage. Elle pensait que cet arrangement serait bénéfique pour nous deux. Nous devrions peut-être faire confiance à son jugement. Et si elle s'est trompée, nous divorcerons comme tu l'as suggéré et nous suivrons chacun notre chemin. Il n'y aurait aucun mal à cela. Sauf qu'Alina soupçonnait qu'il y aurait du mal. En regardant cet homme, en ressentant l'étrange attraction entre eux, elle savait que rien dans cette situation ne serait simple. « J'ai besoin de temps pour réfléchir, dit-elle. Vous avez 3 jours et j'ai besoin d'une réponse. » Helena acquiesça et se dirigea vers la porte. Alors que sa main touchait la poignée, Adrienne reprit la parole. « Pour ce que ça vaut, mademoiselle Moretti, votre grand-mère parlait souvent de vous. Elle vous aimait beaucoup. » La gentillesse inattendue de ces mots brisa quelque chose en Alina. Elle partit rapidement. Avant qu'il ne puisse voir ses larmes, le mariage, 3 jours plus tard, Lena se tenait dans un bureau d'état civil, vêtue d'une simple robe ivoire qu'elle avait achetée la veille. Il n'y avait ni fleurs, ni musique, ni invités, à l'exception de M. Henderson et de l'assistant d'Adrienne qui servait de témoin. La cérémonie dura exactement 12 minutes. Lorsque le fonctionnaire les déclara mari et femme, Adrienne ne l'embrassa pas. Il se contenta d'acquiescer, signa les documents et la conduisit vers sa voiture. Sa maison était exactement comme Alina l'avait imaginé. Un appartement moderne en penthouse avec vue sur les toits de Milan, tout en marbre et en verre, d'une beauté froide. Chaque pièce était parfaitement conçue, mais totalement dépourvue de vie. « Ta chambre est au 2e étage, » dit Adrienne en la conduisant vers un escalier flottant. « L'aile est est pour toi. J'occupe l'aile ouest. Nous partagerons les espaces communs, mais nous aurons des espaces de vie séparés. » « Comme c'est civilisé, » murmura Helena, incapable de cacher son sarcasme. Il s'arrêta devant une porte et l'ouvrit. La chambre était magnifique, décorée dans des tons doux de gris et de blanc, avec un immense lit et un balcon donnant sur la ville. On aurait dit une chambre d'hôtel de luxe. J'espère que cela vous convient. C'est très bien. Merci. Un silence gênant s'installa entre eux. Ils étaient désormais mariés, liés par la loi ménène et restaient de parfaits inconnus. Adrienne se tenait dans l'embrasure de la porte, le visage impassible. La gouvernante, Madame Oui. Rosini vient tous les jours, dit-il enfin. Elle préparera les repas et s'occupera de la maison. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, n'hésitez pas à lui demander. Et vous? Demanda Alina. Dois-je te demander quelque chose? Quelque chose brilla à nouveau dans ses yeux, la même lueur d'émotion qu'elle avait vue dans son bureau.
Je suis souvent à l'hôpital. Mon travail est exigeant. Tu auras toute la liberté nécessaire pour poursuivre tes études. C'est donc ça? La liberté. Adrien resta silencieux pendant un long moment. Lorsqu'il prit la parole, sa voix était plus douce qu'elle ne l'avait jamais entendue auparavant. Je sais que ce n'est pas ce que tu voulais, Elina. Ce n'est ce que ni toi ni moi ne voulions. Mais nous sommes ici maintenant, et nous allons tirer le meilleur parti de la situation. L'utilisation de son prénom lui procura un autre frisson inattendu. Son accent enveloppait les syllabes d'une manière qui rendait son nom magnifique. Bonne nuit, Dr. Castellano, dit Diana, dit-elle en se retirant dans sa nouvelle chambre. Adrien, la corrigea-t-il. Si nous devons vivre ensemble, tu devrais m'appeler Adrien. Bonne nuit, Adrien. Il hocha la tête et partit, refermant doucement la porte derrière lui. Elena s'effondra sur le lit, sa bague de mariage lui semblant lourde au doigt. C'était un simple anneau en platine, élégant, mais impersonnel, comme tout le reste dans cet arrangement. Dehors, Milan scintillait de lumières et de vie. Quelque part, des gens tombaient naturellement amoureux, choisissaient librement leur partenaire, construisaient leur vie sur la base de leurs sentiments plutôt que de leurs obligations. Alina avait renoncé à cette possibilité pour poursuivre ses rêves. Allongée dans l'obscurité de sa nouvelle maison, écoutant le silence de l'immense appartement, Lena se demanda si un rêve valait un tel prix. Et elle s'interrogeait sur l'homme qui dormait dans l'aile ouest, le prince de glace aux yeux ambrés, et sur les secrets qu'il gardait enfermés derrière ses murs de contrôle. Demain, sa nouvelle vie commencerait vraiment. Ce soir, elle s'accordait un dernier moment pour pleurer la vie qu'elle n'aurait jamais. 3 semaines passèrent dans l'appartement terrasse d'Adrienne, comme de l'eau qui coule. Stone Alolina et Adrienne occupaient le même espace, mais leurs vies se croisaient à peine. Ils partaient à l'hôpital avant l'aube et revenaient après minuit. Elle étudiait à la table à manger, entourée de manuels médicaux et de notes. Alors que Madame Rossini fredonnait doucement dans la cuisine, Alina s'était attendue à de la froideur, mais elle n'avait pas anticipé la solitude. L'appartement était vaste et magnifique, mais elle avait l'impression de vivre dans un musée. Tout était à sa place, tout était parfait, mais rien ne lui donnait le sentiment d'être chez elle. Elle essaya d'apporter un peu de chaleur, elle acheta des fleurs fraîches pour le salon, mais elle semblait déplacée contre les murs d'un blanc immaculé. Elle écoutait de la musique pendant qu'elle étudiait, mais le son semblait intrusif dans le silence pesant. Un soir, elle prépara le dîner, espérant qu'Adrien se joindrait à elle, mais il lui envoya un SMS pour lui dire qu'il devait rester tard pour une opération d'urgence. Le seul signe qu'il remarquait sa présence était la tasse de café qui apparaissait chaque matin sur sa table de travail, préparée exactement comme elle l'aimait, forte avec juste une touche de miel. Madame Rousini jurait ne pas l'avoir préparée, ce qui signifiait qu'Adrien l'avait faite tôt le matin avant de disparaître dans son travail. C'était un petit geste, mais il hantait Alina. Pourquoi un homme qui l'évitait autant se souvenait-il de la façon dont elle prenait son café? Tout a basculé un mardi après-midi. Alina révisait l'anatomie cardiaque lorsqu'une douleur aiguë lui transperça la poitrine. Elle haleta et laissa tomber son stylo. La douleur s'intensifia, irradiant dans son bras gauche. Sa formation médicale prit immédiatement le dessus. La peur suivit tout aussi rapidement. Il s'agissait de symptômes cardiaques. Elle tendit la main vers son téléphone, les mains tremblantes. Mais une nouvelle vague de douleur brouilla sa vision. Le téléphone tomba bruyamment sur le sol, tandis qu'Alena s'effondrait contre la chaise de la salle à manger. Elle avait du mal à respirer. Elle essaya d'appeler Madame Rossini, mais sa voix n'était qu'un murmure. La femme de ménage était déjà partie pour la journée. Alina était seule. Ses pensées se bousculaient. Elle avait 23 ans, elle était en bonne santé, sans antécédents familiaux de maladies cardiaques. Mais les symptômes ne mentaient pas. Quelque chose n'allait vraiment pas. Elle réussit à ramper vers son téléphone. Chaque mouvement lui envoyait de nouvelles vagues de douleur dans la poitrine. Ses doigts trouvèrent l'appareil et elle appuya sur le numéro d'urgence d'Adrienne. Il sonna 1 fois, 2 fois, 3 fois. « Elena », dit-il d'une voix aiguë, surpris. Elle ne l'appelait jamais pendant ses heures de travail. « Adrien », allaita-t-elle, « quelque chose ne va pas. »« Ma poitrine, je n'arrive pas à respirer correctement. » Son ton changea instantanément et complètement. Le médecin distant disparut, remplacé par quelqu'un d'urgent et concentré. « Où exactement avez-vous mal? À gauche ou au centre? »« À gauche, ça irradie dans mon bras. Vous transpirez? »
Vous avez la nausée? Oui, les deux. Elle l'entendit se déplacer rapidement, crier des ordres à quelqu'un. J'envoie une ambulance. Elle sera là dans 8 minutes. Allonge-toi à plat. Essaye de rester calme. J'arrive aussi. Sois patiente. Allonge-toi, Elena. Son ordre était sec, mais teinté d'une pointe de peur. La ligne fut coupée. Alina réussit à s'allonger sur le sol, le cœur battant à toute rompre. Les 8 minutes lui semblèrent une éternité. La vigile se réveilla dans une chambre d'hôpital et trouva Adrienne assis à côté de son lit. Il ne portait pas sa blouse de chirurgien habituelle. Sa chemise était froissée, ses cheveux ébouriffés et ses yeux ambrés étaient cernés. On aurait dit qu'il n'avait pas dormi depuis des jours. Bon retour, dit-il doucement. Elena essaya de s'asseoir, mais il appuya doucement sur son épaule pour la faire se recoucher. Doucement. Tu dois te reposer. Que s'est-il passé? Sa voix était rauque. Une péricardite. Une inflammation autour du cœur, probablement virale. Cela ressemblait à une crise cardiaque. Il fit une pause et sa main resta sur son épaule, chaude et stable. Tu m'as fait peur. Ces 3 mots restèrent suspendus dans l'air entre eux. Adrienne sembla réaliser ce qu'il venait de dire, car il retira rapidement sa main comme s'il s'était brûlé. Depuis combien de temps suis-je ici? Demanda Elena. 18 heures. Tu es restée inconsciente pendant la majeure partie du temps. Nous avons dû stabiliser l'inflammation et gérer la douleur. Il se frotta le visage avec lassitude. J'ai annulé mes opérations. Alina le regarda avec stupéfaction. Quoi? J'ai annulé mes opérations? Répéta-t-il en la regardant dans les yeux. Toutes. Je ne pouvais pas. Il s'interrompit, semblant chercher ses mots. Je devais être ici. Adrienne, tu ne peux pas faire ça. Ces patients avaient besoin de toi. Tu avais plus besoin de moi. Les mots sortirent avec férocité, presque avec colère. Comprends-tu ce qui aurait pu arriver si tu étais resté seul plus longtemps? Si je n'avais pas envoyé l'ambulance immédiatement? Alena vit dans ses yeux une peur réelle, brute et sans défense. Ce n'était pas le prince de glace. C'était un homme qui avait été véritablement terrifié. Merci, murmura-t-elle. D'être venu, dit-il en détournant le regard, la mâchoire serrée. Je suis ton mari. Où aurais-je pu être ailleurs? Nous savons tous les deux que ce mariage n'est qu'une formalité, n'est-ce pas? Il se tourna vers elle et l'intensité de son regard ambré lui coupa le souffle. Parce que ça ne ressemblait pas à du papier quand j'ai reçu ton appel. Ça ne ressemblait pas à un arrangement quand j'ai cru que je risquais de te perdre. Le cœur d'Elena battait à tout rompre, non pas à cause de la maladie cette fois, mais à cause de l'électricité qui crépitait soudainement entre eux. Adrienne, tu devrais te reposer. Il l'interrompit en se levant brusquement. Les murs se dressaient à nouveau. Elle pouvait le voir. Je viendrai voir comment tu vas plus tard. Attends, Elena lui attrapa la main. Ne pars pas, s'il te plaît. Il se figea, fixant leurs mains jointes. Elena, je ne peux pas rester. Tu n'as rien à dire. Reste simplement. Pendant un long moment, elle crut qu'il allait partir quand même. Mais il se rassit, sa main toujours dans la sienne, et acquiesça d'un signe de tête. Ils restèrent ainsi tandis que l'après-midi laissait place au soir. Liés par quelque chose qu'aucun d'eux ne voulait nommer, mais qu'ils ressentaient tous les deux comme des confessions de minuit. L'hôpital garda Alina en observation pendant 3 jours. Adrienne lui rendait visite tous les matins et tous les soirs, toujours professionnel, toujours soucieux de garder ses distances. Mais Alina remarqua les petits détails. La façon dont ses yeux la suivaient dans la pièce. La façon dont il ajustait ses oreillers sans qu'elle le lui demande. La façon dont il lui apportait ses livres préférés de chez elle. La 3e nuit, Alina ne parvint pas à dormir. Les bruits de l'hôpital la tenaient éveillée, les bips des moniteurs, les conversations lointaines, le crissement des chaussures sur le linoléum. Elle fixait le plafond lorsque sa porte s'ouvrit doucement. Adrienne se glissa à l'intérieur, portant 2 tasses de café. Il portait des vêtements décontractés, un jean et un pull, et semblait plus jeune, plus humain qu'elle ne l'avait jamais vu. « J'ai vu que ta lumière était allumée, dit-il. J'ai pensé que tu voudrais peut-être de la compagnie. N'est-ce pas contraire au règlement de l'hôpital pour les médecins de rendre visite aux patients à minuit? » Probablement. Il lui tendit une tasse et s'assit sur la chaise à côté de son lit. « Heureusement que je ne suis pas ton médecin. » Lena sourit en enroulant ses mains autour de la tasse chaude. « Juste mon mari, juste ton mari, répéta-t-il.
Mais quelque chose dans son ton rendait ce mot incongru. Ils restèrent assis un moment dans un silence confortable, en sirotant leur café. Alina se surprit à l'observer dans la pénombre, la ligne forte de sa mâchoire, la façon dont ses cheveux noirs tombaient sur son front, la douceur surprenante de son expression habituellement sévère. « Pourquoi avez-vous vraiment annulé ces opérations ?» demanda-t-elle finalement. Adrienne resta silencieux si longtemps qu'elle crut qu'il ne répondrait pas. Quand il prit enfin la parole, sa voix était basse et sincère. « Ma mère est morte quand j'avais 10 ans. D'une crise cardiaque, je suis rentré de l'école et je l'ai trouvée sur le sol de la cuisine. Il fixait sa tasse de café. Je suis resté seul avec elle pendant 40 minutes avant que mon père ne rentre à la maison. 40 minutes pendant lesquelles je ne savais pas quoi faire, pendant lesquelles je la regardais s'éteindre. » Elena sentit sa poitrine se serrer d'émotion. « Adrienne, je suis vraiment désolé. C'est à cause d'elle que je suis devenu chirurgien cardiaque. Je pensais que si je pouvais sauver le cœur d'autres personnes, je pourrais peut-être compenser le fait de ne pas avoir sauvé le sien. » Il leva alors les yeux vers Alina, et ses yeux brillaient de larmes contenues. « Quand tu m'as appelé, quand j'ai entendu la douleur dans ta voix, j'avais à nouveau 10 ans, terrifié et impuissant. Je ne pouvais pas laisser cela arriver. Je ne pouvais pas perdre quelqu'un d'autre. Mais nous nous connaissons à peine, murmura Alina. Je sais. » Il posa son café et se pencha en avant, les coudes sur les genoux. C'est ce qui rend cela si terrifiant. Nous sommes mariés depuis moins d'1 mois, et d'une certaine manière, tu es devenu, chercha-t-il ses mots, indispensable. Léna posa sa tasse et lui prit la main. Cette fois, il ne la retira pas. Je l'ai ressenti aussi quand je ne pouvais plus respirer, quand j'ai pensé que quelque chose n'allait vraiment pas. Ma première pensée a été pour toi, Léna. Cela n'était pas censé arriver. Nous avions un accord. Je sais, je ne m'attache pas, je ne m'implique pas. C'est plus sûr ainsi. Plus sûr pour qui? Il la regarda alors, la regarda vraiment. Et Elena vit au-delà de toutes ses défenses l'homme solitaire qui se cachait derrière. Tous ceux que j'ai aimés m'ont quitté. Ma mère est morte. Mon père ne supportait plus de me regarder après ça, parce que je lui rappelais sa femme. Il m'a envoyé en pensionnat quand j'avais 11 ans. J'ai appris très tôt que s'attacher aux gens ne mène qu'à la souffrance. Tout le monde ne part pas, dit Elena doucement. Et toute souffrance ne signifie pas qu'il ne faut pas essayer. Le pouce d'Adrienne traçait des cercles sur sa paume et Elena frissonna à ce simple contact. Tu me donnes envie d'essayer. C'est ce qui me fait le plus peur. Alors aie peur avec moi, suggéra-t-elle. Nous sommes déjà dans le même bateau. Il observa leurs mains jointes, puis leva les yeux vers son visage. Dans ses yeux ambrés, Alina vit une guerre se livrer entre des années d'autoprotection et la fragile relation qui se développait entre eux. Quand tu sortiras demain, dit-il lentement, je veux recommencer à zéro. Pas comme des étrangers remplissant une obligation, mais comme 2 personnes qui apprennent à se connaître, comme des amoureux. Comme des amoureux, il acquiesça et un vrai sourire traversa son visage, petit mais sincère. C'est ce que tu veux? Alina lui serra la main. J'aimerais beaucoup ça. Ils parlèrent jusqu'à l'aube, partageant des histoires sur leur enfance, leurs rêves, leurs peurs. Adrienne lui parla de ses études de médecine, de la pression pour être parfait, des murs qu'il avait construits pour survivre. Alina partagea ses souvenirs de sa grand-mère, de la perte de ses parents, de la solitude qui accompagnait le fait d'être la dernière de sa famille. Alors que la lumière du matin filtrait à travers la fenêtre de l'hôpital, les baignant tous deux d'une lumière dorée, quelque chose de fondamental changea entre eux. Ils n'étaient plus 2 étrangers liés par l'obligation. Ils étaient 2 âmes blessées qui commençaient à se confier leurs cicatrices. Le cœur jaloux, Elena est sortie de l'hôpital l'après-midi suivant, avec pour consigne stricte de se reposer et d'éviter tout stress. Adrien a pris 1 semaine de congé, ce que ses collègues ont qualifié d'inédit dans toute sa carrière, pour rester à la maison avec elle. Ces 7 jours furent une révélation. Sans l'hôpital pour s'échapper, Adrien n'avait d'autre choix que d'être présent. Ils préparèrent le petit déjeuner ensemble, même si Adrien admit qu'il savait à peine faire des œufs brouillés. Ils regardèrent de vieux films blottis sur le canapé, la tête d'Elena posée sur son épaule. Ils parlèrent pendant des heures de tout et de rien. Alina découvrit qu'Adrienne avait un sens de l'humour pince sans rire qui l'a pris au dépourvu. Il découvrit qu'Alina chantait faux,
quand elle pensait que personne ne l'écoutait. Ils apprirent à connaître leurs habitudes, leurs excentricités et leurs préférences respectives. Et lentement, prudemment, ils commencèrent à tomber amoureux. Quand Adrien reprit le travail, les choses avaient changé. Il rentrait désormais à la maison pour dîner. Il lui envoyait des SMS tout au long de la journée avec de petites observations ou des baguettes médicales terribles. Il l'embrassait sur le front chaque matin avant de partir. Un geste à la fois innocent et intime. Alina reprit ses études avec une motivation renouvelée, sachant qu'il ne lui restait plus qu'un semestre avant d'obtenir son diplôme. Elle passait ses après-midi à la bibliothèque médicale du campus, entourée de futurs médecins et du brouhaha de la vie universitaire. C'est là qu'elle rencontra le Dr. Luca Ferretti. Luca était un conférencier invité venu de Rome, jeune et charmant, avec un sourire facile et un intérêt sincère pour son travail. Il l'aborda un après-midi alors qu'il la voyait se débattre avec une étude de cas complexe. C'est un cas difficile, dit-il en se penchant par-dessus son épaule. Ils passèrent 1 heure à discuter du cas, Luca lui faisant part de ses observations issues de sa propre pratique. Il était cultivé et engageant, et Alina appréciait cette stimulation intellectuelle. Lorsqu'il lui proposa d'aller prendre un café pour poursuivre la discussion, elle accepta sans hésiter. Ce qu'elle ne voyait pas, c'est qu'Adrienne passait devant la fenêtre de la bibliothèque à ce moment précis et s'était arrêtée pour regarder sa femme rire avec un autre homme. La tempête, Adrienne n'a rien dit quand Alina est rentrée à la maison ce soir-là, pleine d'enthousiasme après sa discussion avec Luca. Il l'a écoutée poliment, le visage soigneusement neutre, puis s'est excusé pour se retirer dans son bureau. Au cours de la semaine suivante, Alina a revu Luca 2 fois pour prendre un café. Ils ont discuté de médecine, partagé des études de cas, et Alina s'est sentie reconnaissante de bénéficier de son mentorat. Luca lui rappelait son grand-père, encourageant et soutenant. Mais Adrienne voyait tout autre chose. Il voyait sa femme sourire à un autre homme comme elle lui souriait. Il la voyait quitter la maison en prenant particulièrement soin de son apparence. Il voyait la menace de perdre la seule personne qui lui avait redonné goût à la vie depuis des années. Le point de rupture est survenu le vendredi soir. Alina a mentionné avec désinvolture que Luca l'avait invité à un symposium médical la semaine suivante. Je ne pense pas que ce soit approprié, a déclaré Adrienne d'une voix tendue. Alina a levé les yeux de son assiette, surprise. Qu'y a-t-il d'inapproprié à assister à un symposium avec lui? Avec le docteur Ferretti. Adrien, c'est un collègue. C'est professionnel, non? Adrien posa sa fourchette avec une précision contrôlée. Parce que de là où je suis assis, on dirait qu'il courtise ma femme. Léna ressentit un élan d'irritation. C'est ridicule. Il m'aide simplement dans mes études. Et tu es naïve, rétorqua Adrien en se levant, sa chaise raclant le sol. J'ai vu la façon dont il te regarde, Helena. Est-ce qu'il me regarde comme je te regarde? Cette confession jaillit de sa bouche, brute et sans retenue. La pièce devint silencieuse. Alina fixa son mari, voyant la peur et la jalousie clairement inscrites sur son visage. C'était l'homme qui prétendait ne rien ressentir, qui avait du mal à se contrôler. Adrien, dit-elle doucement en se levant pour lui faire face. Je ne m'intéresse pas à Luca. Pas de cette façon. Tu parles toujours de lui. Tu t'illumines quand tu mentionnes son nom parce qu'il me rappelle mon grand-père, parce que c'est agréable d'avoir à nouveau un mentor. Elle s'approcha. Mais il n'est pas toi. Que suis-je pour toi, Elina? Sa voix se brisa légèrement. Vraiment? Sommes-nous toujours juste un arrangement avec des avantages ou quoi? Ou es-tu mienne? La possessivité dans son ton aurait dû l'effrayer, mais au contraire, elle sentit une chaleur envahir ses veines. Est-ce que tu me demandes de l'être? Alina le défia, réduisant la distance entre eux. Les mains d'Adrienne vinrent encadrer son visage, son toucher était doux, malgré l'intensité de ses yeux ambrés. Je te demande si ce que je ressens, ce besoin dévorant de te garder près de moi pour te protéger, d'être le seul homme qui te fait sourire. Si tu le ressens aussi, le cœur d'Helena battait à tout rompre. C'était le moment où ils cessaient de prétendre que leur arrangement n'était qu'une affaire. « Je le ressens, » murmura-t-elle. « Je le ressens depuis que tu es resté avec moi à l'hôpital, peut-être même avant cela. » Quelque chose dans l'expression d'Adrienne se brisa. « Alors sois mienne. Non pas à cause d'une volonté ou d'un arrangement, mais parce que tu choisis de l'être à une condition, dit Alina, ses mains glissant sur son torse. Tu dois me choisir aussi.
Tout mon être. Ne te cache plus derrière ton travail. Ne me tienne plus à distance quand les choses deviennent difficiles. Je ne sais pas si je sais comment faire ça. Alors apprends avec moi. Adrien l'embrassa alors, et ce n'était pas du tout comme le baiser précipité de leur mariage. Celui-ci était désespéré et possessif. Des mois de tension et de déni se déversaient en un seul instant. Alina lui rendit son baiser avec la même ferveur, ses doigts se glissant dans ses cheveux. Quand ils se séparèrent enfin, tous deux haletants, Adrien posa son front contre le sien. « Je suis désolé, murmura-t-il, d'avoir été jaloux, d'avoir été difficile. Je suis désolé aussi, j'aurais dû voir comment cela pouvait paraître. » Helena sourit contre ses lèvres. « Pour ce que ça vaut, je dirais à Luca que je ne peux pas assister au symposium avec lui. » Non, Adrienne s'écarta légèrement. « Vas-y, je te fais confiance. J'ai juste besoin de temps pour m'habituer à te partager avec le monde. Tu ne me partages pas, Adrien. Tu m'as tout entière. Le reste du monde n'obtient que des morceaux empruntés. » Il l'embrassa à nouveau, plus doucement cette fois. Et Helena sentit ses dernières barrières s'effondrer. Ils avaient franchi la ligne ce soir-là. Ils avaient transformé leur mariage d'obligation en choix lorsque Adrienne l'avait conduite à l'étage, dans sa chambre, et non dans la sienne. Mais son Helena savait que tout était sur le point de changer à nouveau. Ils avaient joué au mariage, mais maintenant, ils plongeaient dans quelque chose de réel, de terrifiant et de magnifique. Et aucun d'eux ne savait s'ils étaient assez forts pour survivre à ce qui allait suivre. Pendant 2 semaines merveilleuses, Lena et Adrien vécurent dans une bulle d'intimité retrouvée. Ils apprenaient à se connaître d'une manière qui allait au-delà du physique. Ces découvertes étaient également enivrantes. Alina apprit qu'Adrien fredonnait en préparant le petit déjeuner, qu'il lisait de la poésie tard le soir lorsqu'il ne pouvait pas dormir, qu'il avait une cicatrice à l'épaule suite à une chute de cheval lorsqu'il était enfant. Adrien découvrit qu'Helena parlait dans son sommeil, récitant des termes médicaux mêlés à des fragments de rêve. Il apprit qu'elle pleurait devant les films tristes, mais qu'elle essayait de le cacher, qu'elle avait une tache de naissance en forme de croissant de lune sur la hanche, qu'elle était chatouilleuse derrière les genoux. Il tombait véritablement et complètement amoureux. Et cela terrifiait Adrienne plus que n'importe quelle opération chirurgicale. La peur commença modestement. Une oppression dans la poitrine quand Alina partait en cours. Une inquiétude irrationnelle lorsqu'elle ne répondait pas immédiatement à ses SMS. Une anxiété sous-jacente constante que ce bonheur était trop fragile pour durer. Adrienne avait passé 35 ans à se protéger précisément de ce sentiment. Et maintenant, il s'y noyait. Un matin, Alina le trouva debout dans son bureau à 3 heures du matin, fixant un album photo dont il n'avait jamais parlé auparavant. La photo montrait une belle femme aux yeux doux et aux cheveux bruns comme ceux d'Adrienne, sa mère. « Je rêve d'elle parfois, » dit-il sans se retourner. « Dans mes rêves, je la sauve. Je sais quoi faire. » Mais ensuite, je me réveille et elle est toujours partie. Helena l'enlaça par derrière, pressant sa joue contre son dos. « Tu étais un enfant, Adrien. Tu ne pouvais rien faire. Je le sais intellectuellement. » Sa voix était creuse. Mais savoir quelque chose et le ressentir sont 2 choses différentes. « De quoi as-tu vraiment peur ?» demanda Alina doucement. Adrien se retourna dans ses bras, et la vulnérabilité dans ses yeux la fit souffrir. « J'ai peur de t'avoir donné le pouvoir de me détruire. C'est ça l'amour, non? Donner à quelqu'un l'arme qui peut te tuer et lui faire confiance pour qu'il ne s'en serve pas. L'amour, c'est aussi faire confiance à cette personne pour qu'elle garde ton cœur aussi précieusement que tu gardes le sien. Mais que se passera-t-il s'il t'arrive quelque chose? » Ses mains agrippèrent ses épaules. « Et si je te perdais comme je l'ai perdue, elle? » « Alina, je suis incapable de fonctionner quand tu n'es pas dans mon champ de vision. Pendant les opérations, je pense à toi. Quand je consulte des patients, je me demande si tu as déjeuné. Tu es devenu tout mon univers et c'est dangereux. » Helena prit son visage entre ses mains, le forçant à la regarder dans les yeux. « Tu es en train de sombrer, Adrien. Ce n'est pas une peur saine. Tu cherches des raisons de fuir avant d'être blessé. Peut-être que je devrais fuir. » Les mots sortirent étouffés. Peut-être que nous devrions revenir à notre accord. Garder les choses simples et sûres. Tu ne le penses pas, n'est-ce pas? Il s'éloigna d'elle et se mit à faire les 100 pas dans le bureau comme un animal en cage. C'était censé être temporaire, Alina, un accord commercial. Au lieu de cela,
Je suis devenu quelqu'un que je ne reconnais pas, quelqu'un de faible, de dépendant et de terrifié. Aimer quelqu'un ne rend pas faible, n'est-ce pas? Il se retourna pour lui faire face. Dis-moi, honnêtement, peux-tu m'imaginer opérer parfaitement alors que la moitié de mon esprit est préoccupée par ta sécurité? Peux-tu m'imaginer prendre des décisions de vie ou de mort alors que tout ce que je veux, c'est courir chez moi pour m'assurer que tu es toujours là? Alina sentit les larmes lui brûler les yeux. Alors, qu'est-ce que tu veux dire? Qu'on devrait faire comme si ces derniers mois n'avaient pas existé? Je dis que j'ai besoin d'espace pour réfléchir. J'ai besoin de trouver comment faire mon travail sans être compromis par... Il s'interrompit, mais le mal était fait. Mais... Elena termina, la voix brisée. C'est ce que tu allais dire. Je te compromets, Elena. Ce n'est pas... Non, je comprends parfaitement. Elle recula vers la porte, enroulant ses bras autour d'elle. Tu veux redevenir le prince de glace? Intouchable, infaillible, en sécurité. Je veux pouvoir respirer sans avoir l'impression d'étouffer. L'éclat résonna dans la pièce silencieuse. Adrienne semblait choquée par sa propre véhémence. Je veux un jour, une heure, où je n'aurai pas peur que quelque chose t'éloigne de moi. Alors tu n'as pas peur de me perdre, Adrienne. Tu as peur de vivre. Les larmes d'Elena coulèrent. Et je ne peux pas aider quelqu'un qui ne s'aide pas lui-même. Elle se retourna et sortit, laissant Adrienne seule avec ses peurs et la photo de sa mère. Le départ, Lena passa la nuit dans son ancienne chambre, celle où elle n'avait plus dormi depuis qu'elle et Adrienne étaient devenues véritablement mari et femme. Elle avait l'impression de reculer, d'effacer ses progrès, et cela lui brisait le cœur. Au matin, elle avait pris sa décision. Elle ne pouvait pas rester dans cette situation incertaine, aimant quelqu'un qui avait trop peur de l'aimer en retour. La peur d'Adrienne était légitime. Elle le comprenait, mais elle ne pouvait pas sacrifier son propre bien-être pour accommoder sa paralysie émotionnelle. Elle fit ses valises méthodiquement, ne prenant que ce qu'elle avait apporté dans le mariage. Les beaux vêtements qu'Adrienne lui avait achetés restèrent dans le placard. Les bijoux restèrent dans leur boîte. Elle ne voulait rien qui puisse lui donner l'impression qu'elle lui prenait quelque chose. Madame Rossini la trouva dans la chambre, la valise ouverte sur le lit. Les yeux de la vieille femme se remplirent de larmes. Sénora, je vous en prie, il a juste peur. Il finira par changer d'avis. Je sais qu'il a peur, dit Elena doucement. Mais je ne peux pas être celle qui va régler ça pour lui. C'est à lui de choisir d'affronter ses peurs. Où vas-tu aller? Mon amie Bianca a un appartement près de l'université. Je peux y rester jusqu'à la fin de mes études. Lena ferma la valise d'un geste définitif. Dis à Adrien, dit-elle après une pause, luttant contre ses émotions. Dis-lui que je l'aime, mais l'amour ne suffit pas si une seule personne a le courage de l'accepter. Elle laissa le mot sur le comptoir de la cuisine, où Adrien le trouverait à son retour de l'hôpital. Il disait simplement, « Tu as demandé de l'espace. Je te le donne. Quand tu seras prêt à choisir l'amour plutôt que la peur, tu sauras où me trouver. » En quittant l'appartement terrasse, Elena eut l'impression de laisser une partie de son âme derrière elle. Mais elle continua d'avancer, car rester les détruirait tous les deux. Le réveil Adrien trouva le mot à 18 heures. Il le lut 3 fois avant que les mots ne pénètrent de son esprit encore sous le choc. Elle était partie. Alina était vraiment partie. Son premier réflexe fut le soulagement. C'était ce qu'il voulait, n'est-ce pas? De l'espace, de la distance, la possibilité de réfléchir clairement sans que sa présence ne brouille son jugement. Mais alors qu'il traversait le penthouse vide, le silence lui semblait différent. Il n'était pas paisible. Il était suffocant. L'absence d'Elena était une présence physique plus écrasante que sa compagnie ne l'avait jamais été. Il essaya de reprendre ses anciennes habitudes. Il restait tard à l'hôpital, se plongeait dans son travail, évitait autant que possible l'appartement, mais tout lui rappelait son existence. La cafetière qu'elle utilisait chaque matin, l'endroit sur le canapé où elle se recroquevillait pour étudier, l'oreiller qui sentait encore son shampoing. Ses collègues remarquèrent le changement. Le docteur Santoro, son mentor, finit par le coincer après une opération particulièrement éprouvante. « Vous êtes distrait depuis plusieurs jours, dit-il sans détour. Que se passe-t-il? » « Ma femme m'a quitté, admit Adrien, les mots lui laissant un goût amer dans la bouche. La jeune femme que Rosalind avait arrangée pour vous.
Ce n'est plus seulement un arrangement. Adrien s'effondra dans un fauteuil de la salle de pause, soudainement épuisé. Elle était devenue tout pour moi et j'ai tout gâché. Le docteur Santoro s'assit en face de lui, le visage buriné, pensif. La mort de ta mère t'a profondément affecté, Adrien. Nous le savions tous, mais tu as laissé cela contrôler toute ta vie. Je l'ai vu mourir, incapable de l'aider. Comment suis-je censé oublier cela? Tu n'es pas censé l'oublier. Tu es censé en tirer des leçons. Le médecin plus âgé se pencha en avant. Ta mère n'est pas morte parce que tu l'aimais. Elle est morte à cause d'un problème médical, mais tu as passé 25 ans à te punir, à garder les gens à distance, pour ne plus jamais ressentir cette impuissance. Ça a marché, dit Adrienne avec amertume. Je ne m'étais jamais sentie impuissante avant Alina. Pourtant, tu es chirurgienne cardiaque. Tu as consacré ta vie à sauver des cœurs. Le docteur Santoro sourit tristement. Tu ne vois pas l'ironie. Tu opères le cœur d'un inconnu pendant 12 heures sans ciller, mais tu ne veux pas risquer le tien pour la femme que tu aimes. Ces mots frappèrent Adrien comme un coup physique. Il avait passé toute sa vie adulte à réparer le cœur des autres, tout en gardant le sien sous clé. Et maintenant, alors que cela comptait enfin, il gâchait sa chance d'être heureux parce qu'il était trop lâche pour prendre le risque. Je lui ai dit que j'avais besoin d'espace, murmura Adrienne. Je lui ai dit que l'aimer me rendait faible. Et maintenant, je ne peux plus manger, je ne peux plus dormir, je ne peux plus me concentrer. J'ai opéré aujourd'hui et j'ai oublié de vérifier le dossier du patient parce que je me demandais si Elena avait pris son petit déjeuner. Il rit d'un rire creux. Elle ne me rend pas faible. C'est le fait d'être sans elle qui me rend faible. Le docteur Santoro se leva et posa une main sur l'épaule d'Adrienne. Alors, arrête de faire l'imbécile et récupère-la. Adrienne leva les yeux vers son mentor, l'espoir et la peur se disputant dans sa poitrine. Et s'il était trop tard? Et si je l'avais trop blessé? Il n'y a qu'un seul moyen de le savoir. L'accident Adrienne se rendit en voiture à l'appartement de Bianca ce soir-là, répétant ce qu'il allait lui dire. Il dirait à Elena qu'elle avait raison. Il admettrait qu'il avait été lâche. Il promettrait d'être assez courageux pour eux deux si elle acceptait de rentrer à la maison. Mais alors qu'il garait sa voiture près du quartier universitaire, son téléphone sonna. C'était l'hôpital général de Milan. Docteur Castellano, il y a eu un accident. Plusieurs victimes d'une collision près de la piazza. Nous avons besoin de tous les chirurgiens disponibles. Le cœur d'Adrienne se serra. Je serai là dans 10 minutes. Il leva les yeux vers l'immeuble de Bianca, où la lumière brillait à la fenêtre du 3e étage, là où Elena se trouvait probablement à ce moment-là. Elle était si proche, mais des gens mouraient, et son devoir était clair. Il envoya un SMS rapide. Urgence à l'hôpital, il faut qu'on parle. Je reviendrai dès que possible. Anthony dirigea sa voiture vers l'hôpital sans savoir que le destin lui réservait autre chose. À son arrivée, les urgences étaient en plein chaos. Des corps sur des brancards, des médecins criant des ordres, une forte odeur métallique de sang dans l'air. Adrien se lava rapidement les mains, sa formation prenant le dessus. « Ah, qu'avons-nous là? » demanda-t-il à l'infirmière responsable. « Un carambolage, 6 personnes dans un état critique, 3 stables. Les équipes de traumatologie sont à pied d'œuvre, mais nous avons besoin de vous pour un cas cardiaque. Un jeune homme blessé à la colonne vertébrale, possiblement au cœur. » Adrien acquiesça et se dirigea vers la salle de traumatologie 3, mais lorsqu'il poussa la porte, il se figea. Le patient sur la table était le docteur Luca Ferretti. La voix d'Adrien Luca était faible, son visage gris de douleur. « Dieu merci. Écoutez, il y a une femme dans ma... Carolina Castellano. Est-ce qu'elle... » Le monde s'arrêta de tourner. Adrienne ne pouvait plus respirer. Elle ne pouvait plus penser. Alina était avec toi. La conférence a pris du retard. Je lui ai proposé de la raccompagner. Le camion est sorti de nulle part. Luca toussa, du sang maculait ses lèvres. « S'il te plaît, est-elle en vie? » Les mains d'Adrienne étaient déjà en mouvement, vérifiant les signes vitaux de Luca avec une précision automatique, même si son esprit hurlait. Alina avait eu un accident. Son Alina, et il ne le savait pas, que quelqu'un se renseigne sur Elena Castellano. Il aboya à l'infirmière la plus proche. Maintenant, mais même s'il s'efforçait de stabiliser Luca, même si ses mains exécutaient la danse familière de la médecine d'urgence, le cœur d'Adrienne se brisait. C'était son cauchemar devenu réalité. La femme qu'il aimait en danger et lui incapable de l'aider. L'infirmière revint, le visage pâle. Elle est en chirurgie.
Traumatisme crânien. Le docteur Benedetti l'opère. La vision d'Adrienne se brouilla. Traumatisme crânien. Cela pouvait signifier n'importe quoi. Commotion cérébrale, hémorragie, lésion cérébrale, mort. Et il n'était pas avec elle. Il ne pouvait pas lui tenir la main. Il ne pouvait pas lui dire qu'il l'aimait, qu'il était désolé, qu'il l'avait choisi plutôt que sa peur. Docteur Castellano. La voix de l'infirmière était pressante. Vous devez rester concentré. Cette patiente est en train de s'effondrer. Adrienne baissa les yeux vers Luca, dont le regard était suppliant. Cet homme était dans la voiture avec Alina. Cet homme était peut-être la dernière personne à lui avoir parlé. Qu'est-ce qu'elle a dit? Demanda Adrien tout en travaillant. Dans la voiture, avant l'accident, qu'est-ce qu'elle a dit? Luca respirait difficilement. Elle a parlé de vous, à quel point elle vous aimait, à quel point elle espérait que vous comprendriez que l'amour valait la peine de prendre le risque. Il toussa à nouveau. Elle n'a jamais cessé de croire en vous. Ces mots brisaient en quelque chose de fondamental en Adrien. Luca était en train de mourir sur sa table d'opération, utilisant ses derniers souffles pour dire à Adrienne ce qu'il avait besoin d'entendre. Et Alana, son Alana, se battait pour sa vie au bout du couloir. « Reste avec moi, Luca », ordonna Adrien, la voix ferme malgré la tempête qui faisait rage en lui. « Tu vas vivre pour lui dire toi-même à quel point elle est courageuse. » Il travaillait avec une précision née du désespoir, refusant de laisser une autre personne mourir parce qu'il n'avait pas agi. Ses mains se déplaçaient dans la cavité thoracique de Luca, réparant les dommages causés à son cœur avec une habileté acquise au fil des années de pratique et d'une nouvelle compréhension. L'amour ne le rendait pas faible. L'amour le rendait assez fort pour affronter les pires moments avec clarté et détermination. 3 heures plus tard, Luca était stable et dormait en salle de réveil. Adrien se lava les mains avec des mains tremblantes et courut vers le service de neurologie où se trouvait Alina. Il trouva le docteur Benedetti dans le couloir, toujours en blouse chirurgicale. Le visage du neurochirurgien était tendu, mais pas grave. « Comment va-t-elle? » demanda Adrien. « Fracture du crâne stable, un peu d'œdème, mais nous avons soulagé la pression. Elle aura besoin de temps pour guérir, mais le pronostic est bon. » Le docteur Benedetti serra l'épaule d'Adrienne. « Elle vous demande. » Les jambes d'Adrienne faillirent se dérober sous le poids du soulagement. Elle était en vie. Elle était consciente. Elle demandait à le voir. La Vigilia semblait incroyablement petite dans son lit d'hôpital, la tête enveloppée de bandages, le visage pâle sur les draps blancs. Mais ses yeux étaient ouverts, et lorsqu'elle vit Adrien, ils se remplirent de larmes. « Tu es venu, » murmura-t-elle. Adrienne s'effondra sur la chaise à côté de son lit, prenant sa main dans les siennes. « Bien sûr que je suis venu, Elina. Je suis tellement désolé. Je suis désolé d'avoir été lâche, de t'avoir repoussé, d'avoir gâché le temps que nous aurions pu passer ensemble. Adrien, laisse-moi finir, s'il te plaît. » Il pressa sa main contre ses lèvres. « Quand j'ai appris que tu avais eu cet accident, quand j'ai pensé que je risquais de te perdre sans jamais t'avoir dit la vérité, j'ai compris quelque chose. La peur de te perdre n'est rien comparé à la réalité de vivre sans toi. Je préfère passer un seul jour à t'aimer pleinement plutôt qu'une vie entière dans la sécurité et la solitude. » Des larmes coulaient sur les joues d'Elena. Je pensais que j'allais mourir sans te revoir. La dernière chose dont je me souvenais, c'était d'être en colère contre toi. Et je ne pouvais pas le supporter. Tu ne vas pas mourir. Tu vas guérir, tu vas terminer tes études et tu vas devenir la cardiologue pédiatrique la plus extraordinaire que le monde ait jamais connue. Adrienne se pencha en avant, en prenant soin de ne pas aggraver ses blessures. « Et je serai à tes côtés pour tout cela, si tu veux bien de moi. » « Je n'ai jamais cessé de te désirer, » dit Alina doucement. « Même quand je suis parti, même quand j'étais en colère, je t'aimais. Je t'aimerai aussi. Pas à cause du testament de ta grand-mère ou d'un arrangement quelconque. Je t'aime parce que tu me rends courageuse. Tu me donnes envie d'être meilleure que ma peur. » Il embrassa à nouveau sa main. « Alina Castellano, veux-tu rester mariée avec moi pour de vrai cette fois? » Par amour, Alina sourit malgré sa douleur. Je crois me souvenir avoir déjà répondu oui à cette question. Mais cette fois, je te la pose correctement. Cette fois, je pense chaque mot. Les yeux ambrés d'Adrienne brillaient de larmes contenues. Je promets de te choisir plutôt que ma peur chaque jour. Je promets de te laisser entrer même quand cela me terrifie. Je promets d'être l'homme que tu mérites.
Je n'ai pas besoin que tu sois parfait, Adrien. J'ai juste besoin que tu sois présent. Lena lui serra faiblement la main. Marché conclu. Marché conclu. 6 mois plus tard, Lena se tenait devant le miroir en pied, ajustant la robe vert émeraude qui faisait ressortir l'or de ses yeux. Ses cheveux avaient repoussé sur la cicatrice de son opération et elle les portait lâchés en boucles souples. Derrière elle, Adrien lui attachait un collier délicat, celui de sa mère, qu'il avait enfin pu offrir à quelqu'un qu'il aimait. « Tu es magnifique », murmura-t-il en embrassant son cou. « Nous allons être en retard à notre propre fête », protesta Alina. Mais elle se pencha quand même contre lui. Ce soir avait lieu l'inauguration de la clinique cardiaque gratuite pour enfants Rosalind Moretti. Le rêve qu'Alina avait partagé avec sa grand-mère était désormais devenu réalité. L'héritage avait permis de le financer. Mais c'étaient les relations d'Adrienne et la passion d'Elena qui l'avaient concrétisé. Au cours des 6 mois qui avaient suivi l'accident, tout avait changé. Alina avait obtenu son diplôme avec les honneurs. Adrienne avait appris à laisser le travail au bureau pour donner la priorité à leurs relations et se montrer vulnérables. Elles avaient suivi une thérapie de couple ensemble. Elles avaient surmonté le traumatisme d'Adrienne et appris à communiquer sans crainte. Elles avaient également renouvelé leurs vœux. Lors d'une petite cérémonie avec de vrais invités, Madame Rossini avait pleuré pendant toute la cérémonie et même le Dr Santoro avait eu les larmes aux yeux. Luca, complètement rétabli, avait accompagné Elena à l'hôtel, car elle n'avait plus de famille. « Tu es nerveuse ?» demanda Adrienne en regardant Elena dans le miroir. « Terrifiée, admit-elle. Et si personne ne vient? Et si nous ne pouvons pas aider tous ceux qui en ont besoin? Alors nous ferons ce que nous pouvons et cela suffira. » Il la tourna vers lui. « Ta grand-mère serait si fière de toi, Elena. Je suis fier de toi. » Elle l'embrassa doucement. « Merci de croire en ce rêve. Merci de toujours croire en moi. » À la clinique, des dizaines de personnes s'étaient rassemblées pour célébrer. Des familles dont les enfants allaient bénéficier de soins gratuits, des professionnels de santé désireux de se porter volontaires, des donateurs souhaitant contribuer. Alina se fraya un chemin à travers la foule, la main fermement serrée dans celle d'Adrienne, et se sentit submergée de gratitude. C'était ce que l'amour lui avait donné. Pas seulement un mari, mais un partenaire. Pas seulement une sécurité financière, mais un but. Pas seulement la survie, mais une vie qui valait la peine d'être vécue. Pendant son discours, Alina regarda la foule et croisa le regard d'Adrienne. Il lui souriait avec une telle adoration qu'elle en oublia presque le discours qu'elle avait préparé. « Ma grand-mère croyait que le cœur était le centre de tout, dit-elle à la place, parlant avec son cœur. Pas seulement physiquement, mais aussi émotionnellement. Elle croyait que lorsque nous guérissons les cœurs, nous guérissons les vies. Cette clinique est son héritage, mais elle témoigne également d'autres choses. Elle croyait au pouvoir de l'amour pour nous transformer. Elle jeta un nouveau coup d'œil à Adrien. L'amour nous rend courageux. Il nous rend prêts à prendre des risques, à affronter nos peurs, à devenir plus que ce que nous pensions possible. Cette clinique existe parce que l'amour m'a donné le courage de rêver. Et parce que l'homme que j'aime m'a donné le courage de réaliser ce rêve. » Les yeux d'Adrienne brillaient de larmes. Il n'essayait plus de se cacher. Quand Alina eut fini de parler, il fut le premier à applaudir. Plus tard, alors qu'ils regardaient ensemble le coucher de soleil sur Milan, Adrienne serra Elena contre elle. « Tu ne le regrettes jamais ?» demanda-t-il. « L'arrangement, la façon dont nous avons commencé. » Elena y réfléchit. Le mariage froid, les premières semaines solitaires, la peur et l'incertitude. Puis elle pensa à tout ce qui avait suivi. L'amour, la croissance, le beau désordre de construire une vie ensemble. « Pas une seule seconde, dit-elle. Chaque moment difficile nous a amenés ici. Je ne changerai rien, même pas le moment où j'ai été idiote. » Elle rit. « Surtout pas ce moment-là. Ça t'a appris que tu es humaine après tout. » Adrienne embrassa le sommet de sa tête, respirant le parfum de son shampoing. « Je vais passer le reste de ma vie à te prouver que tu as fait le bon choix. » « Tu l'as déjà fait, Adrien. Chaque jour, tu l'as déjà fait. » Elles restèrent debout ensemble, tandis que le ciel passait du doré au rose puis au violet. Deux personnes qui avaient commencé comme des étrangères, liées par obligation et qui étaient devenues des partenaires liés par choix. La route qui les attendait serait semée d'embûches, comme toutes les routes, mais ils les affronteraient ensemble, le cœur ouvert et la main sûre. Alina avait appris que l'amour ne consistait pas à éviter la douleur.
Il s'agissait de trouver quelqu'un pour qui cela valait la peine de souffrir, quelqu'un pour qui cela valait la peine de tout risquer, quelqu'un que cela valait la peine de choisir encore et encore. Et tandis qu'Adrienne la serrait dans ses bras et qu'elle sentait les battements réguliers de son cœur contre son dos, Arlina savait qu'elle avait fait le bon choix. Leur histoire avait commencé par un arrangement froid et un cœur fermé, mais elle était devenue quelque chose de magnifique, un témoignage du pouvoir rédempteur de l'amour, du courage qu'il faut pour se montrer vulnérable et du miracle qui se produit lorsque deux personnes brisées décident finalement de guérir ensemble. Rosalind Moretti avait eu raison depuis le début. Elle savait que ce dont sa petite fille et le prince de glace avaient besoin, ce n'était pas d'être protégés du monde. Ils avaient besoin l'un de l'autre, deux cœurs qui apprendraient à battre à l'unisson, transformant l'obligation en dévouement et la peur en le plus grand amour qu'ils aient jamais connu. Merci d'avoir pris le temps d'écouter cette histoire. Si vous avez apprécié ce contenu, n'oubliez pas de cliquer sur j'aime, de partager cette histoire avec vos amis et votre famille, et de vous abonner à la chaîne pour ne pas manquer d'autres histoires enrichissantes.